Bonjour à toutes et à tous, dernière ligne droite pour les épreuves de spécialité du bac. Aujourd'hui, on va corriger ensemble l'épreuve de AGGSP avec Maxandre Brunet. Vous êtes prof d'histoire en Seine-Saint-Denis. Bonjour Maxandre, Bonjour Clémentine. merci d'être avec nous. On va vous donner les grands points qu'il fallait mentionner dans votre copie, les erreurs à éviter et puis des propositions de plan. Peut-être pour commencer, Maxandre, on peut faire un point sur le sujet par rapport à hier. Est-ce que c'était du même niveau, plus facile, plus difficile ? Bon, je pense que c'est globalement équivalent, mais si je devais hiérarchiser les deux sujets, je dirais que celui d'aujourd'hui était un tout petit peu plus difficile, notamment parce que dans chacun des sujets de dissertation, il y a un terme qui amenait quand même à peut-être un peu plus de compréhension. Le changement climatique, il ne fallait pas se tromper sur ce que ça veut dire, on y reviendra. Et pareil, construire la paix, c'est pas la paix. Donc il faudra aussi qu'on explique cela. Parfait, je vous propose qu'on commence avec le premier sujet de disserte, justement sur le changement climatique, un enjeu géopolitique. Quelle était la première difficulté ? Bon, déjà, c'est un sujet qui s'inscrit dans le thème 5 du programme, et en Ok. particulier dans l'axe 2, qui porte justement sur la question du changement climatique. Il y a un peu une première difficulté qui est que ce chapitre, il part du Moyen-Âge pour arriver jusqu'à nos jours. Or, ici, il faut être très précis dans les définitions qu'on donne, et en particulier dans celle de changement climatique. Le changement climatique, c'est l'augmentation rapide de la température moyenne de la surface terrestre à partir du XXe siècle, sous l'effet des activités humaines qui produisent des gaz à effet de serre. Donc, le changement climatique, ce n'est pas les fluctuations climatiques du Moyen-Âge. Donc ici, les élèves auraient fait une erreur s'ils avaient mobilisé le premier jalon de l'axe qui, pour le coup, remonte jusqu'au Moyen-Âge. Donc voilà, il faut vraiment bien définir les termes du sujet pour ne pas se tromper ensuite de contexte, de cadre chronologique dans ce sujet-là. Je pense Elle est bien bornée dans le temps. Exactement, il fallait choisir, trouver les bornes. Par ailleurs, le fait que le sujet porte sur un enjeu géopolitique donne aussi un indice, parce qu'on ne parle pas de géopolitique au Moyen-Âge. Donc on comprend aussi grâce à cette deuxième partie du sujet qu'on est dans l'époque contemporaine. Parfait. Pour le plan, est-ce qu'on suit un plan plutôt chronologique, thématique ? Qu'est-ce que vous auriez fait ? Moi, j'ai choisi un plan plutôt thématique, puisqu'on va s'inscrire dans une période très récente. Donc on aurait du mal à nous montrer la progression. Je vous laisse peut-être peut-être aller, nous le présenter. Oui. Merci écrire beaucoup. les grandes parties de mon plan. Donc, on va quand même globalement commencer dans les années 70, puisqu'en fait les années 70, c'est le moment de la prise de conscience des enjeux environnementaux et en particulier du réchauffement climatique dû aux émissions de gaz à effet de serre. Et donc, en 3 parties, on va essayer de traiter ce sujet avec une première partie que j'ai intitulée « Le changement climatique est un enjeu majeur des relations internationales ». Donc, je vais écrire CC pour changement climatique et RI pour relations internationales. Donc, dans cette première partie, le but, ça va être de montrer qu'aujourd'hui, le changement climatique ne peut pas être ignoré par les acteurs des relations internationales, et en particulier par les États, parce qu'il pose des difficultés, des problèmes qui sont réels. D'abord, dans une première partie, j'aurais abordé la prise de conscience globale sur la menace que représente le changement climatique pour l'environnement dans son ensemble, avec les épisodes climatiques extrêmes, la fonte des glaces, la hausse du niveau de la mer, le réchauffement de la température des océans. Et dans une deuxième sous-partie, j'aurais abordé les répercussions politiques du changement climatique qui interrogent la communauté internationale et les États. Et là, on peut penser aux crises d'accès aux ressources, et éventuellement à l'eau à cause des sécheresses, et à la question des réfugiés climatiques. Voilà, qui était effectivement un des points à étudier dans ce sujet. Ensuite, dans une deuxième grande partie, j'aborderai les tentatives de mise en place d'une gouvernance mondiale sur le climat. Voilà. On a vu d'abord que le changement climatique était un enjeu des relations internationales, et donc les acteurs des relations internationales vont tenter de mettre en place un certain nombre de choses pour traiter cette question. Donc, mise en place d'une gouvernance mondiale sur le climat. Là, on pense peut-être au COP, aux accords de Paris, ce genre de choses. Oui, absolument. C'est d'ailleurs l'objet de ma première sous-partie. Okay. Le but, c'est de montrer que depuis la fin du XXe siècle, cette gouvernance climatique mondiale, elle va s'appuyer sur des sommets internationaux ou des institutions. Et effectivement, on pense au COP, qui existe depuis la fin des années 90. Et on pense à une COP en particulier, la COP 21, voilà, qui s'est tenue à Paris en 2015, avec donc les accords de Paris sur lesquels les États s'engagent à limiter le réchauffement climatique. Mais on peut aussi penser au GIEC. Le GIEC, qui est le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, qui donne des ressources aux États pour adapter leur politique environnementale.
Et dans une deuxième sous-partie, ensuite, je montrerai qu'il y a aussi de nouveaux acteurs. Ce ne sont pas seulement les États qui se rassemblent, les chefs d'État ou les gouvernements. Il y a les citoyens, éventuellement les militants. Je pense que beaucoup connaissent Greta Thunberg, par exemple, qui s'est fait connaître sur cette question du réchauffement climatique. Il y a aussi les ONG, les associations. Et on pourrait aborder ici la question des entreprises, même si c'est un peu difficile et qu'il faut le faire avec pas mal de nuances. Pourquoi ? Puisque les entreprises peuvent avoir un engagement pour le climat, mais peuvent aussi procéder à ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire faire de la lutte contre le réchauffement climatique un argument marketing sans réel fondement. Voilà. Donc, on montre l'existence de cette gouvernance mondiale, ou en tout cas de cette tentative de gouvernance mondiale. Mais si je vous dis tentative, c'est bien que ça n'est peut-être pas tout à fait abouti et qu'il va donc falloir voir quelles sont les limites de cette gouvernance mondiale. Et donc, ce qu'on va voir, c'est qu'émergent des tensions géopolitiques autour de la question du climat et du changement climatique. Donc là, encore une fois, deux sous-parties. La première sous-partie porte sur le désengagement, ou en tout cas l'inégal engagement des grandes puissances et des États les plus riches et ceux qui produisent le plus de gaz à effet de serre. Voilà. Exactement, les États-Unis qui se sont d'abord retirés du protocole de Kyoto, que les élèves connaissent sûrement, puis qui par deux fois se sont retirés des accords de Paris de la COP21, à chaque fois que Donald Trump a été élu. Et là, on peut apporter cette notion qui est importante, qui est celle de climato-scepticisme. Avec Trump, on a l'exemple d'un chef d'État qui refuse de croire aux impacts du réchauffement climatique et à la responsabilité humaine de celui-ci, et qui donc ne souhaite pas limiter son développement économique pour cela. Et donc dans une deuxième sous-partie, un autre enjeu de tension géopolitique, celui de la dette climatique et de la revendication des États en voie de développement à pouvoir se développer sans être brimés par des nouvelles normes environnementales. Là, on peut penser un peu à deux choses différentes. La première, c'est que les États occidentaux qui se sont développés en polluant exigent aujourd'hui des États en voie de développement de ne pas le faire. Eux, ils pensent qu'ils auraient... Eux-mêmes l'ont fait. Voilà, exactement, eux-mêmes l'ont fait. Donc les États en voie de développement, notamment l'Inde par exemple, revendiquent ce droit ou alors demandent aux États occidentaux de leur transférer les technologies qui leur permettraient de décarboner leur industrie et leur économie. L'autre versant de cette question, c'est que les États occidentaux qui ont beaucoup pollué ont en fait surtout impacté la vie d'habitants justement d'États en voie de développement, dans les pays les plus chauds notamment, qui sont les premières victimes du réchauffement climatique. Et donc voilà, en trois parties, on peut voir un peu tout ce sujet, un enjeu pour les relations internationales, des tentatives de gouvernance et les limites. Parfait, merci beaucoup, je vous laisse me rejoindre. Pas de difficulté particulière, c'était vraiment le programme ça. C'est vraiment le programme. Encore une fois, la difficulté, c'est qu'il ne faut pas commencer au Moyen-Âge. Là, on serait largement hors sujet pour une partie du devoir. Très bien. Je vous propose qu'on passe au second sujet, qui était cette fois-ci construire la paix depuis le XVIIe siècle. Alors là aussi, je me doute que c'est sur construire qu'il va falloir faire attention peut-être. Exactement. Donc ce sujet, il s'inscrit dans le thème 2 du programme, faire la guerre et faire la paix. En particulier dans l'axe 2 sur la façon dont on fait la paix, la construction de la paix. On va pouvoir utiliser les deux jalons, c'est-à-dire les deux gros exemples au programme. Okay. Le premier, il porte sur les traités de Westphalie. Et le deuxième, sur l'action de Kofi Annan comme secrétaire général de l'ONU. Mais on va aussi pouvoir mobiliser, éventuellement, des éléments de l'objet de travail conclusif qui portent sur le Moyen-Orient, avec des tentatives de mise en place de paix dans la région. On peut penser aux accords de Camp David, d'Oslo-Washington ou aux guerres du Golfe. Donc effectivement, la difficulté, c'est que le sujet, c'est construire la paix. Et donc il faut s'interroger non pas seulement sur ce que c'est que la paix, mais ce que c'est que construire la paix, quand on définit les termes du sujet. Et ça nous amène à envisager un processus. Donc il faut penser, je dirais, à la fois en amont et en aval de la paix. Exactement. Comment est-ce qu'on arrive à la paix et ensuite comment on la conserve. Et donc ça va nous amener à interroger un certain nombre de choses, quelles sont les différentes étapes, mais aussi quelles sont les difficultés pour préserver la paix une fois qu'on l'a signée finalement. Là, en termes de plan, j'imagine que pour le coup, c'est plutôt chronologique. Oui, ça va être plutôt chronologique. En ce qui concerne les bornes, pourquoi le XVIIe siècle? Normalement, si les élèves ont révisé, ils savent qu'on prend ce siècle puisque c'est pendant celui-ci que sont signés les traités de Westphalie, qui sont au programme, en 1648. Et donc on va partir de là, puis on va aller jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Donc, Je vous laisse aussi retourner au tableau pour nous montrer ce plan. Donc, dans une première grande partie, donc avec une approche chronologique, on va étudier l'époque moderne. L'époque moderne,
Pour rappel, c'est une période qui s'étend de la fin du XVe siècle à la fin du XVIIIe siècle. C'est pas aujourd'hui. Faut pas confondre avec contemporain. Voilà, il ne faut pas confondre avec l'époque contemporaine, exactement. Et donc, à l'époque moderne, on constate que les États construisent la paix par les traités. Donc, la paix par les traités, c'est un type de méthode pour atteindre la paix qui, dans le programme, est bien étudié grâce au traité de Westphalie. Donc, dans une première sous-partie, je montrerai effectivement que c'est un modèle de paix négocié qui repose sur l'équilibre des puissances. C'est une notion aussi importante, ça, l'équilibre des puissances, de montrer qu'on n'humilie pas les vaincus, puisque ça évite de recréer des guerres ensuite. Donc on peut penser au traité de Westphalie de 1648, on peut aussi penser au congrès de Vienne, par exemple, après la chute de Napoléon. Et dans une seconde sous-partie, je montrerai que ce modèle de paix par les traités est un processus complexe. Qu'il faut beaucoup de temps, beaucoup de difficultés pour arriver à la signature de la paix et qu'il est parfois difficile de la faire respecter. Donc montrer à quel point c'est effectivement une construction qui s'étale dans le temps. Dans une deuxième sous-partie, dans une deuxième grande partie, pardon, je me pencherai plutôt sur le XXe siècle, puisqu'au XXe siècle, il y a un nouveau modèle de construction de la paix qui est celui de la sécurité collective. D'accord. Donc la sécurité collective, c'est une autre façon de construire la paix par la garantie d'une sécurité à l'échelle globale et qui est garantie souvent par des acteurs internationaux, des organisations internationales. Et donc dans une première sous-partie, je montrerai comment, au XXe siècle, un ordre international s'est bâti, notamment autour de deux grandes institutions, la Société des Nations et l'ONU. Exactement, et l'ONU, fondée respectivement après la Première Guerre mondiale, qui a un bilan mitigé, et l'ONU après la Seconde Guerre mondiale. Donc montrer comment ces deux organisations, et en particulier l'ONU, incarnent cette volonté de sécurité collective. Et dans une deuxième sous-partie, je me pencherai encore davantage sur l'ONU pour montrer que c'est aujourd'hui l'acteur privilégié de la recherche de la sécurité collective, ou en tout cas devrait l'être, on pourra y revenir. Et là, on peut s'appuyer sur le jalon qui porte sur l'action de Kofi Annan, en tant que secrétaire général de l'ONU, qui a donné beaucoup d'importance à cette question de la recherche de la paix, notamment dans les régions les plus instables. Et donc, enfin, dans une troisième partie, j'essaierai de nuancer ce que j'ai évoqué dans la deuxième partie en disant que on mettait en place une sécurité collective, mais qui est imparfaite. Là encore, elle a des limites. Voilà, exactement, elle a des limites. Et donc, ce qui est mis en cause de cette sécurité collective, on pourrait parler de multilatéralisme, c'est-à-dire que cette recherche du consensus entre les différents États ou entre les différents acteurs n'est pas toujours respectée. Donc, je synthétise en disant le multilatéralisme remis en cause. Et on pourrait même dire que c'est de plus en plus souvent le cas. On observe que l'ONU est très impuissante aujourd'hui, qu'il y a une actualité qui montre qu'il y a énormément de conflits, des chemins très difficiles vers la paix. Et donc dans une première sous-partie, justement, je montrerai que l'ONU peine parfois à jouer son rôle. Là, on a différents exemples dans le programme, juste le fonctionnement de l'ONU avec ce système de droit de veto au Conseil de sécurité qui bloque beaucoup de décisions, et ce depuis sa création. On a aussi l'exemple de l'ex-Yougoslavie, où l'ONU n'a pas du tout réussi à éviter des violences extrêmes. Et on peut aussi parler du cas des casques bleus, la force de maintien de la paix de l'ONU, qui sont régulièrement rejetés dans des pays où ils sont déployés. Et enfin, dans une deuxième sous-partie, je parlerai des volontés unilatéralistes des grandes puissances. Et en particulier, là, on peut penser aux États-Unis, qui souhaitent parfois ne pas respecter les décisions collectives prises à l'ONU. Et là, l'exemple du programme et qui fonctionne très bien, c'est celui de la Seconde Guerre du Golfe, exactement, en 2003, lorsque George Bush décide d'envahir seul, avec son allié britannique, l'Irak de Saddam Hussein. Voilà. Très bien, merci beaucoup, je vous laisse me rejoindre. C'est tout bon pour la partie dissertation. Il y avait ensuite une étude de documents qui portait cette fois-ci sur la puissance chinoise. Pareil, en termes de difficulté, est-ce que c'est un sujet classique ou... Oui, c'est plutôt classique. C'est en fait l'objet de travail conclusif du premier thème du programme qui porte sur les nouveaux espaces de conquête. Par nouveaux espaces de conquête, on entend les mers et les océans, d'un côté les espaces maritimes, et de l'autre l'espace. Extra-atmosphérique, si on veut le dire le nom précis. Et donc c'est précisément ce sur quoi portent les deux documents. Le premier document porte exclusivement sur les enjeux maritimes ou les enjeux de puissance navale, alors que le deuxième document présente à la fois
les projets spatiaux chinois, mais montre aussi, on aperçoit en bas à gauche de l'image, la Terre avec les projets océaniques ou maritimes chinois. Donc non, ce n'était pas spécialement difficile, mais quand même, il y a une erreur qu'il fallait éviter, je pense, c'était de découper le travail en deux parties, avec d'un côté les espaces maritimes Et d'un côté, l'espace. et de l'autre l'espace. D'accord. Ce qui aurait quand même en plus un peu amené à faire une partie par document, pas tout à fait, Ça, mais vaut mieux éviter. voilà, il faut toujours éviter. Il faut tisser les deux ensemble Oui, dans exactement. son raisonnement. Une étude croisée où on essaie de confronter, faire dialoguer les documents. Il ne faut jamais faire une partie par document. Très bien. Voilà. Comment est-ce que donc, vous auriez découpé ce plan, si ce n'est pas une partie par document? Ben, je vais vous montrer. Donc, j'ai fait un plan qui est plutôt thématique pour le coup, et qui reprend les enjeux des documents, puisque il faut absolument fonder le raisonnement et la démonstration sur les deux documents. Et donc, encore une fois, un plan en trois parties. Les deux documents qui étaient un extrait du journal Le Monde et un dessin paru dans un journal philippin, le Daily Tribune. Oui, exactement. Et donc, dans une première grande partie, la Chine a établi des objectifs ambitieux dans les nouveaux espaces de conquête. Donc, ça, on le voit hein, dans les deux documents qui d'ailleurs sont assez récents. Oui. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous montre que les projets chinois, les ambitions chinoises sont elles-mêmes assez récentes et qu'en fait, c'est une puissance qui maintenant s'est développée au point de devenir une des premières puissances, enfin la première puissance économique mondiale ou presque, mais que ces projets dans les nouveaux espaces de conquête, notamment dans l'espace, sont pour le coup très d'actualité. Voilà. Donc des objectifs ambitieux dans les nouveaux espaces de conquête. Je vais écrire NEC pour nouveaux espaces de conquête pour ce plan. Donc là, le but, c'est en s'appuyant sur les deux documents de montrer que si la Chine développe sa puissance dans les nouveaux espaces de conquête, c'est pour des objectifs précis. Et en particulier des objectifs en fait, qui sont économiques. Dans une première sous-partie, je parlerai d'une volonté d'essor économique qui passe par l'accès aux ressources. Donc ça, peut sembler évident pour les espaces maritimes. Les ZEE, voilà, par exemple. exactement. On peut penser aux ZEE qui sont exploités par un seul État. Et donc la Chine revendique de pouvoir exploiter des zones de plus en plus larges. Mais en fait, c'est vrai aussi pour l'espace. Aujourd'hui, les projets de conquête spatiale, ou en tout cas de course à l'espace, reposent un peu sur l'espoir de pouvoir exploiter les ressources minières, peut-être de la Lune, peut-être des astéroïdes. Et dans une deuxième sous-partie, là pour le coup, je m'attarderai un peu plus sur l'importance des voies commerciales maritimes pour la Chine. Et là, on peut apporter une notion clé de ce chapitre, qui est celle des nouvelles routes de la soie, donc qui font référence aux routes médiévales commerciales de la Chine, mais qui est donc un projet chinois actuel pour garantir les exportations, l'accès aux ressources, et donc soutenir l'économie chinoise. Dans une deuxième grande partie, je montrerai que pour répondre à ces objectifs, la Chine affirme sa puissance dans les nouveaux espaces de conquête. Et donc, en s'appuyant sur les documents, ce qu'on voit vraiment bien dans les deux, puisque la personne qui est interviewée, l'amiral français, parle beaucoup de l'essor très rapide de la marine chinoise, on peut montrer que le développement technologique de la Chine a été très important ces dernières années et qu'il répond à ses ambitions. Pareil pour la conquête de l'espace, où la Chine a de nombreux projets de stations lunaires, de stations solaires, et donc se développe aussi très rapidement. Donc ça, ce serait ma première sous-partie. Et dans une deuxième sous-partie, je parlerai de la territorialisation des nouveaux espaces de conquête, c'est-à-dire le fait que la Chine souhaite s'approprier ceci. Et donc ça, on le voit assez bien avec le deuxième document. On voit ces lignes à 9 traits qui sont à la fois dans la mer de Chine méridionale, au niveau des Philippines, et à la fois sur la Lune. Dans ce genre d'exercice, on cite toujours le document, que ce soit un texte où on décrit l'image. Voilà. Okay. La méthode pour analyser un texte, c'est de le citer. Pour une image, c'est de la décrire. C'est équivalent. Très bien. Et enfin, dans une troisième grande partie, l'affirmation de la puissance chinoise dans les nouveaux espaces de conquête est source de tensions. Ça, c'est pareil, c'est assez flagrant dans le document 1, mais on peut aussi trouver ça dans le document 2. Donc, une première sous-partie en montrant que la Chine est prise dans des rivalités nouvelles. Là, on peut penser à deux
rivaux en particulier, d'abord et avant tout les États-Unis, et en particulier dans l'espace. On sait que les États-Unis se sont livrés une grande concurrence dans l'espace avec l'URSS pendant la guerre froide, et aujourd'hui on assiste à un retour de concurrence, mais avec la Chine. Et ça, on peut le mobiliser avec le document 2. Et aussi une autre rivalité qu'on peut mentionner, pour le coup plus régionale, plus liée à la puissance navale, qui est celle avec l'Inde. Et dans une deuxième sous-partie, enfin, la militarisation des nouveaux espaces de conquête par la Chine fait planer la menace de conflit. Et donc, on pense à Taïwan, j'imagine. Exactement, qui est mentionné dans le document 1. La question de Taïwan est souvent au cœur de l'actualité. On voit bien que c'est un enjeu brûlant des relations internationales dans la région. Et on peut aussi penser dans l'espace à des tensions qui apparaissent. Par exemple, la Chine a aujourd'hui le projet d'une station lunaire avec la Russie, et ce qui montre bien le partage géopolitique du monde contemporain. Très bien, merci beaucoup, c'était très clair. C'était pareil là encore, je vous redemande, mais que du programme, rien de bien nouveau, rien de surprenant. Rien de surprenant. Je pense qu'en ayant appris le cours, en particulier les jalons, on a un peu toutes les armes pour répondre à ces sujets-là. Il fallait quand même éviter quelques pièges dans les formulations des sujets, faire des efforts, mener des définitions qui soient suffisamment précises pour bien délimiter le sujet, bien délimiter le contexte à étudier. Merci beaucoup de vous être prêté à l'exercice et merci pour votre participation. Pour retrouver les corrigés des autres épreuves en détail, rendez-vous directement sur notre chaîne YouTube et sur le site de l'étudiant.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur nos réseaux sociaux pour des corrigés express des matières les plus suivies. À bientôt.